GLQ 1100, Géologie générale, cours 2, cristaux et minéraux, module 4, les principaux minéraux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma sélection des 11 minéraux les plus importants à connaître dans ce cours. Les 8 premiers, ce sont les minéraux majeurs là, qui représentent jusqu'à 99% de la composition de la croûte terrestre. Les 3 derniers sont relativement moins abondants, mais ce sont des minéraux qui sont jugés indésirables dans plusieurs tâches dans le domaine de l'ingénierie. La géode dans laquelle je suis présentement, c'est un de ces 11 minéraux. C'est lequel? On va aller dans les notes de cours et on va sûrement pouvoir le repérer. On va commencer par les 8 plus abondants, là, qui représentent 88-19% de la composition, en commençant avec le quartz. Bon, le quartz, on peut se permettre d'apprendre la formule chimique. Hein? C'est un bioxyde de silicium, hein? C'est la silice. Et voici sa forme cristalline qu'on appelle le quartz. Son système cristallin, ça c'est un petit peu plus compliqué. Quand on le regarde, ce sont des prismes à 6 côtés, donc naturellement on place ça dans le système hexagonal. Mais en réalité, c'est un minéral qui est toujours maclé et sa forme véritable, c'est rhomboédrique. Mais sauf que 2 rhomboèdres attachés ensemble, ça fait une figure géométrique à 6 côtés et ça lui donne son apparence hexagonale. C'est une petite complication qui vient avec le quartz. Une propriété intéressante du quartz, c'est sa structure qui est bien isotrope. Même propriété mécanique dans toutes les orientations de l'espace. Ça fait partie des rares minéraux qui ne possèdent pas de plan de clivage. On se souvient, le clivage, c'est une orientation fragile dans une structure minérale. Et quand on casse le minéral, ça va casser parallèle à ces plans-là. Eh bien, on n'a pas ça dans le quartz et ça en fait un critère d'identification. La cassure du quartz rappelle la cassure du verre, une cassure courbée. Il n'y a pas d'orientation là pour la rendre planaire. La dureté de 7, c'est la dureté de référence qu'on utilise là, dans l'échelle de dureté. C'est ce minéral-là qui est la référence. Là. Sa densité représente la densité moyenne des roches de la croûte terrestre. Un mot sur sa couleur, ça peut être des beaux cristaux transparents, mais ça peut avoir toutes les couleurs qu'on peut imaginer, y compris le noir. Donc rouge, vert, bleu, là, violette, tout ça existe. Il y a un dénominateur commun, cependant. Quand on broie le minéral en poussière, ça donne toujours un produit qui est blanc. On appelle ça ici la couleur du trait parce qu'habituellement, on va simplement frotter le minéral, qu'on a une porcelaine rugueuse, et on va regarder la couleur de la trace que ça fait sur la plaquette de porcelaine. Donc, le test s'appelle la couleur du trait et c'est bien blanc. Donc, c'est important à retenir quand on veut l'identifier, c'est son aspect vitreux, hein, sa cassure typiquement courbée, sa dureté qui fait que ça peut même rayer le verre. Et c'est un minéral très très commun dans les roches là, qui ont des caractères communs avec ce qu'on appelle le granit. Maintenant, les feldspaths. Bon, les feldspaths, ce sont des minéraux qui font des séries. On avait parlé de substitution de cations et d'anions. Ici, on a tout là. Si on regarde le premier, feldspath alcalin, c'est une série. Regardez la partie anionique, là, c'est la même. Ce qui change, c'est la partie cationique.
On a un pôle sodium, on a un pôle potassium. Ici, il y a un petit problème à expliquer ça, là. On avait parlé de substitution à condition que les cations soient de même taille et on n'a pas ça ici. Bien, ça commande un réarrangement de la structure là et pour l'instant, on ne rentrera pas dans ces détails-là. On va juste se contenter d'être capable de reconnaître le feldspath dans une roche. Son système cristallin, si on n'a jamais la chance de voir des cristaux bien formés, c'est le système monoclinique. Les cristaux peuvent être maclés, tout comme pour le quartz. Très, très important. Cette fois-ci, c'est un minéral qui montre des orientations fragiles dans sa structure. Donc, ça détermine des clivages. Et il y en a même deux. Donc, deux plans de clivage. Quand on brise ce minéral-là, il va avoir tendance à casser avec des faces planaires. Ce sont les plans de clivage qu'on vient de mettre en évidence. Et là, ben, c'est un caractère distinctif entre les feldspath et quartz. Hein. Ce sont deux minéraux blancs dans une roche comme le granit. Comment les distinguer? Eh bien, d'après la cassure. Un casse comme du verre et l'autre casse selon des plans. Le feldspath, la série albite-anorthite, maintenant, ce qu'on appelle communément les plagioclases. Ici, on a un autre petit problème pour expliquer ça. Là. Sodium plus, et on remplace ça par des calcium plus plus. En fait, ça commence à haute température avec des calcium plus plus, et il y a une restructuration qui doit se faire quand ça baisse de température parce que les calciums sont remplacés par des sodiums. Donc, il faut rebalancer la partie anionique à cause du changement de charge. On passe de 2 charges ici à une charge. Donc, il faut rééquilibrer cette partie-là ici. Et ça va même causer un changement dans la structure. Ça va être une série qui ne sera pas parfaitement continue à cause de ces petits problèmes là, de substitution de pièces là, qui ne sont pas tout à fait compatibles. On passe un minéral suivant. Les trois premiers qu'on vient de voir, ce sont des minéraux qui sont plutôt de teinte claire. Quand on regarde un granit, il y a des plages qui sont de couleur claire, hein, blanc, rosé ou très, très pâle, et il y a des points noirs. Eh bien, maintenant, parlons des minéraux foncés. Le premier qu'on décrit ici, c'est l'amphibole. En fait, c'est les amphiboles, parce que amphibole, c'est pas un composé chimique, c'est un groupe. Il y a une partie commune dans la structure, la partie anionique. Ce qui va changer, c'est la partie cationique. Donc, il y a, quand on dit amphibole, ça vient en plusieurs saveurs, dépendant de l'environnement chimique où est-ce que ça se forme. Il peut y avoir plus de magnésium et ça va former de la trémolite. Mais la variété la plus commune qu'on rencontre, c'est la hornblende qui est ici, qui est riche en calcium, magnésium, qui contient un peu de tout. Bon. Ça appartient au système monoclinique et habituellement, ça va faire des aiguilles relativement allongées. Quand on voit dans une roche là, des minéraux qui forment des aiguilles noires, ça pointe du doigt que ça pourrait être des amphiboles. Et si on peut observer les clivages, hein, dès qu'on essaie de casser ça, ça va casser avec des plans. Hein, il y a des orientations fragiles qui fait que la cassure va suivre ces plans-là et la cassure va être planaire plutôt qu'irrégulière. Et comme il y a deux plans de clivage, eh bien, on peut observer s'il y a une orientation entre ces deux plans-là. Oui, dans le cas des amphiboles, c'est même distinctif. Quand on regarde ça à l'œil, c'est 60-120. Quand c'est mesuré plus précisément, on dit 56-124. Là. Mais une simple observation à l'œil, comme dans le petit dessin qui est ici, hein, ici, ça se croise à 120 et ici, ça se croise à 60. Ici, il faut regarder comme l'amphibole comme en vue plongeante, là, quand il y a des plans de clivage, le perpendiculaire à l'axe Z. On peut voir ce réseau
de cassures virtuelles là, qui sont des plans de clivage et des endroits où ça serait plus susceptible de briser si on sollicitait le minéral. Le suivant dont on va parler, c'est aussi un inosilicate. Hein, peut-être j'ai oublié de dire ça ici. C'est un inosilicate à chaîne double. Il a la caractéristique d'être hydraté. Le pyroxène, c'est un inosilicate à chaîne simple. Donc, c'est un petit peu apparenté avec le minéral précédent. Et ça appartient également au système monoclinique. Mais ça va être beaucoup plus trapeux. Alors que les amphiboles, ça forme vraiment des aiguilles. Les pyroxènes, c'est plutôt des formes en pastilles. Quand on est au Montréal, cette forme hexagonale-là est commune, sauf que l'axe Z est bien trop grand ici. Ça a plutôt de l'air des pastilles. C'est donc, si on coupait la forme là, jusqu'à là où je passe le trait ici, là, ça ressemble beaucoup aux augites qu'on voit dans le gabbro du Mont-Royal. Les clivages ortho, on avait mentionné ça dans le petit dessin précédent. Maintenant, un autre minéral qui est facile à reconnaître à l'œil, mais qui vient en plusieurs saveurs, le mica. On devrait dire les micas. Voici la partie anionique stable, on pourrait dire. Ce qui va changer, c'est principalement le cation qui est ici. Ça peut être le potassium, à ce moment-là, ça va s'appeler le muscovite. Ça peut être le magnésium, ça oblige un petit changement ici, là, et ça va s'appeler la phlogopite. Et ça peut être le fer, et ça va s'appeler la biotite. Donc, il y a des micas potassiques, des micas magnésiens et des micas ferreux. Et il y en a d'autres. Il y a des micas chromifères aussi. Et là, ben, le point commun, c'est que ce sont des phyllosilicates. Ça a un plan de clivage tout à fait parfait. C'est un minéral qu'on peut facilement effeuiller en petits feuillets très très minces. Et c'est comme ça qu'on l'identifie. Ici, on a la représentation de la biotite. On passe au suivant, l'olivine. L'olivine, on avait déjà mentionné ce minéral-ci comme étant le représentant des nésosilicates. Et on en avait parlé aussi quand on avait parlé de la substitution possible de cations qui sont, cette fois-ci, même charge et même rayon ionique à peu de choses près. Donc ici, c'est l'exemple parfait pour parler de substitution là, dans la composition. Deux cations ici là, qui peuvent se remplacer dans n'importe quelle proportion. Qu'est-ce qu'il reste à dire sur l'olivine? C'est le premier minéral qui se forme à haute température dans un magma qui est en train de cristalliser. Mais le reste de l'histoire, on va en reparler au prochain cours, ça va dépendre de la composition chimique du magma. Quand un magma est très pauvre en SiO2 dans sa composition initiale, eh bien, la roche, à la fin, peut contenir des magnifiques cristaux d'olivine. On va reparler de ce sujet-là dans un prochain cours. Eh bien, c'était nos 8 minéraux les plus abondants dans l'écorce terrestre. Non, on était rendu au 7e. Il reste la calcite à traiter. La calcite, c'est un carbonate. Qu'est-ce qu'on avait dit des carbonates? Les silicates, les 7 premiers minéraux qu'on vient de parler là, eh bien, ça représente 95% des 3000 minéraux que l'on connaît sur Terre. Bon deuxième, les carbonates. On parle d'abondance. Bon. Et là, bien, les carbonates, c'est 2% là, du 5% résiduel. Donc, c'est une substance chimique qui est très, très abondante. C'est le minéral qui rentre dans la composition des roches calcaires. Presque toute l'île de Montréal est en roches calcaires. Donc, ce minéral-ci est extrêmement abondant dans la composition des roches de Montréal. Quand ça fait des cristaux visibles à l'œil nu, eh bien, on peut voir de magnifiques rhomboèdres. Le système cristallin, c'est rhomboédrique. Ce minéral-ci a la propriété d'avoir 3 orientations fragiles
mais très fragile, qui fait que ça casse à la perfection, selon des plans, 3 clivages parfaits, comme on dit ici, là, et on a un angle de 75 degrés entre deux de ces plans-là. Ça va briser en petits rhomboèdes, comme dans le dessin que voici. Donc, on prend ce beau cristal, on le brise, et voici l'aspect des fragments qu'on va obtenir. Un critère d'identification important, comme ce sont des carbonates, si on met ça en présence d'acide chlorhydrique, on va avoir une belle effervescence, un grand dégagement de CO2. Et quand on identifie les minéraux, c'est un test très fréquent qu'on va utiliser quand on soupçonne la présence de carbonate. Autre propriété intéressante de la calcite, c'est sa biréfringence. Quand on a des cristaux parfaitement transparents, si on place minéral C sur, par exemple, un papier blanc sur lequel il y a du texte, eh bien, en regardant le texte à travers le minéral, le texte va être dédoublé. C'est dû au fait que la lumière voyage avec 2 trajectoires différentes. Le minéral a 2 indices de réfraction. Passons maintenant à nos minéraux indésirables. Le premier, c'est la pyrite. On avait déjà parlé de la pyrite. C'est un très beau minéral qui cristallise dans le système cubique. On a vu précédemment de magnifiques cubes de pyrite. Mais j'insiste, le système cristallin cubique, c'est pas juste des cubes. Ça peut être des docaédrons aussi. Et on voit assez souvent des grains de pyrite sous forme de docaédrons plutôt que sous forme de cubes. C'est toujours le système cubique parce que x est égal à y est égal à z et il y a un angle de 90 degrés entre chacun de ces axes. La pyrite est un minéral qui n'a pas d'orientation fragile dans sa structure. Donc, si on essaie de le casser, ça va casser n'importe comment. On dit à ce moment-là que la cassure est irrégulière. C'est un minéral qui est passablement dur, là. Quand on est rendu à 6,5, ça, c'est des duretés qui permettent de rayer le verre. Donc, c'est un minéral qui est assez dur pour graphiner la vitre, comme on dit, là. Sa densité est très élevée. Si on dit que la densité moyenne des roches, c'est 2,65, eh bien, à 5, ça fait partie des minéraux lourds. Sa couleur est typiquement jaune laiton. Son éclat est typiquement métallique. Sa poussière est de couleur noire. Et là, petit truc, si jamais ça vous arrive, vous voyez des petits grains dorés dans une roche. Et on ne connaît pas encore bien les minéraux. On espère que ce sera de l'or. Eh bien, prenez un marteau ou un objet contondant et cognez sur la plage dorée que vous voyez. Si c'est de l'or c'est malléable et ça va s'aplatir. Plus vous cognez, plus la plage dorée va s'agrandir. Mais si c'est de la pyrite, ça va rapidement se désagréger en poussière noire et il n'y aura plus de doré sur votre échantillon. Bon, voilà pour le petit truc gadget ici. Maintenant, beaucoup plus important à se souvenir, ce minéral-ci, qui est très très réactif, ne doit pas se retrouver dans des agrégats servant à faire du béton, ni même dans des agrégats qui servent à faire un simple remblai, parce qu'on a souvent observé une réaction gonflante qu'on n'expliquera pas ici. Ça va être parlé un peu plus loin dans le cours. Et là, le produit d'altération va être le gypse. Et là, bien, on a eu des mauvaises aventures ici. Des ouvrages en béton qui se sont détruits parce qu'on avait utilisé des agrégats qui contenaient de ce minéral-ci. Ça en prend à peine 1% pour que ça commence déjà à causer des problèmes. Et je vais vous dire, 1%, là, quand vous regardez la roche et que vous pouvez en apercevoir facilement à l'œil nu, il y en a déjà trop. La pyrrhotite, c'est le même discours que la pyrite, sauf que c'est encore plus réactif. La pyrrhotite, on va trouver ça dans des roches ignées qui se sont formées à haute température.
C'est d'une couleur jaune doré, ça aussi. Et là, ben, ça va faire une poussière noire. Hein. Ça a les propriétés assez semblables à la pyrite, mais c'est encore plus réactif. Donc, pour une quantité moindre, on va avoir le même résultat négatif qu'on avait eu avec la pyrite. Et enfin, le dernier minéral qu'on traite dans ce court résumé de 11 minéraux, c'est le gypse. Le gypse est un minéral industriel qui sert à fabriquer le plâtre, le placoplâtre également. Et on peut en trouver de grands amas parce que c'est un minéral qui peut se former simplement par évaporation d'eau de mer. Donc, il y a des grands gisements à ciel ouvert de gypse à certains endroits. Et c'est soluble dans l'eau, donc c'est propice à la formation de cavernes et de phénomènes d'effondrement. Quand il se forme une caverne souterraine et ça s'agrandit, le toit finit par s'effondrer. Et si ça se passe sous un village, bien, ça veut dire un 4 heures d'effondrement qui se forme en plein milieu du village, ce qui est assez fâcheux. Le gypse est également un produit secondaire qui se forme, par exemple, quand on altère de la pyrite ou de la pyrrhotite. Comme par exemple, quand la pyrrhotite se retrouve dans une recette de béton, ça commence par s'oxyder et ensuite de ça, ça réagit avec le calcium présent dans le béton pour former ce minéral-ci. Comme il est soluble, eh bien, il va être entraîné vers la surface. C'est donc un gonflement qui va faire craquer le béton. Et là, bien, il va y avoir des efflorescences blanches qui vont couler de la craque. Dans la composition de ces inflorescences, le gypse est présent. Il y a d'autres minéraux également, mais le gypse, là, est un produit de réaction directement de l'oxydation et de la réaction avec le calcium du reste de l'ouvrage en béton. Et quand le gypse commence à apparaître sur un ouvrage en béton, eh bien, c'est un gros problème. Ça termine nos descriptions de minéraux. Donc, on va retourner sur cette page-ci. Avez-vous reconnu ce beau minéral? C'est le gypse.